Palissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de la Competition Commission à Maurice, institution qui est opérationnelle, allez, on va dire vraiment, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On devrait, je présume, commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une institution comme la Competition Commission à Maurice. Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire d'avoir une institution comme la Competition Commission à Maurice? Je crois que ce n'est pas qu'à Maurice, c'est partout dans le monde. Okay? Donc, où il y a de plus en plus d'institutions telles que la nôtre, okay? Qui a un rôle de gendarme de la concurrence. Okay? Donc, ça va sur le principe que la concurrence est bon. C'est une bonne chose pour l'économie. Donc, ça apporte de l'innovation, ça apporte des choix de produits et de services pour les consommateurs. Ça crée de la croissance, ça crée des emplois. Donc, il y a beaucoup d'effets positifs par rapport à ça. Okay? Et donc, c'est le principe même que les marchés doivent fonctionner efficacement, et cela pour le bénéfice des consommateurs. On a vu beaucoup de développement au cours des 3 dernières décennies, okay, dans le monde. Je pense que je vous dis des chiffres approximatifs. Il y a peut-être une trentaine d'années, il y avait peut-être 20 institutions dans le monde, 20 lois, 20 pays. Et aujourd'hui, on est arrivé à 120 ou 130 ou quelque chose comme ça. Et même dans notre région en Afrique, on a de plus en plus. Okay? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les bienfaits d'une loi de la concurrence, de competition policy, est quelque chose qui est établi. Quelles restrictive business practices l'institution a pu corriger ou su empêcher au fil de ces années d'opération? D'accord. Écoutez, nous, le travail, la loi telle qu'elle est définie à Maurice, mais aussi en général, elle s'oriente, elle est axée sur 3 domaines principaux, 3 axes principaux. Donc, ce sont les fusions-acquisitions, les mergers. Okay? Donc, on regarde les mergers, les monopoles. Donc on regarde les abus de monopole de manière générale. Et ensuite, on a les cartels. Et les cartels, donc, c'est si on doit mettre un grade, donc c'est ce qu'il y a de plus grave, de plus sérieux dans le domaine de la loi des pratiques anticoncurrentielles. Quand il y a des cas qui nous ont été rapportés, ou bien quand nous, on détecte un cas, okay, on fait des investigations, et à la fin de l'investigation, on fait des enquêtes puis des investigations, et à la fin de l'investigation, donc soit on arrive à démontrer, à établir qu'il y a eu une violation de la loi, à ce moment-là, il y a des décisions. Il y a une décision qui est prise, une détermination qui est faite par les commissaires de la Competition Commission, ou bien, ce qui est plus rare, hein, donc qu'on ne trouve pas de breach. Donc, à travers le nombre de décisions qui ont été prises, à travers le nombre d'investigations que nous avons pu mener au cours du temps. Donc, c'est ça les pratiques les restrictive business practices qu'on a pu contrer. Quel a été l'impact direct sur le grand public de ces enquêtes, de ces décisions que vous avez prises au fil de ces 10 dernières années? On n'a pas d'études d'impact quantifiables par rapport à ça, mais je pense qu'il y a 2 types d'impact. Okay? Il y a un type d'impact qui fait qu'il peut avoir, par exemple, un impact sur les prix, ou il peut avoir un impact sur l'offre. D'accord? Dans le cas de Kraft, par exemple, il y avait une pratique où, justement, il y avait une sorte de monopolisation des espaces, des rayons. Oui. Des rayons. Donc, aujourd'hui, je crois que l'offre en termes de fromage, de ce type de fromage, cheddar cheese, okay, est beaucoup plus importante qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, il y a eu un changement. Donc, le consommateur est en face de différents produits, de différentes marques, avec probablement différentes qualités et différents prix. Okay? Donc, ce résultat-là est un résultat tangible. Okay? Et je crois que c'est du concret. On avait eu 103 compagnies avaient apply, okay, for amnesty, dans ce qu'on appelle RPM, ça veut dire Restrictive Price Maintenance. En gros, ce sont les prix imposés par les fournisseurs. Okay? Donc, ce sont des pratiques un peu historiques qui datent d'avant la loi, et qu'à l'époque où les fournisseurs avaient beaucoup de muscles, beaucoup de poids sur le marché, on avait des petits commerces et des gros fournisseurs, donc ils avaient les moyens d'imposer les prix. Et cette pratique a continué, et on avait vu qu'on a eu certains cas de prix imposés chez nous, et on s'est dit, bon, quelle est la meilleure façon de le faire?
c'est d'essayer de wipe out the market, si vous voulez, de cette pratique-là, en tout cas dans le domaine de la distribution. Donc, on est venu avec ce programme d'amnistie, et ça aussi, c'est dans l'idée d'avoir un impact tangible. Dans ces applications-là, il y avait beaucoup d'entreprises qui sont des listed companies, qui sont des top 100 companies, qui font partie des plus grosses boîtes qui existent à Maurice. Okay? Donc, ça a permis d'éradiquer, si vous voulez, cette pratique, en tout cas dans une très grande mesure. Okay? Donc, aujourd'hui, les commerçants sont en mesure de pratiquer des prix qui sont beaucoup plus dynamiques que par rapport à ce qu'il y avait avant, au lieu de rester figé, de rester fixé. Donc, ce sont des choses. Alors, vous allez me demander quel est l'impact en termes de pourcentage, en termes de prix. Je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas fait d'études. On doit encore venir évaluer ce genre d'impact. Mais voilà, on a quand même une centaine d'entreprises qui ont arrêté cette pratique. Donc, définitivement, avant et après l'amnistie, le secteur commercial a changé. Dans la réalité, dans la finalité, quelle est la part de directives qui sont prises et qui débouchent sur une action concrète, sur des résultats concrets? Quelle est la part, malheureusement, des directives qui font face à une bataille juridique de la part de ces grosses entreprises? Bon, vous savez, si on doit catégoriser les types de décisions que l'on prend, c'est par rapport aux activités que nous, on a. Vous avez par exemple les mergers. Okay? Donc les mergers, c'est moins confrontationnel que dans les cas des cartels ou dans les cas des abus de monopole. D'accord? Donc les cartels, c'est quand deux entreprises décident de fusionner. Nous, quel est notre rôle? C'est de voir que le marché reste contestable, c'est que le marché reste concurrentiel. D'accord? Donc, si on pense qu'il va y avoir une réduction, une diminution de la concurrence, à ce moment-là, on intervient. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des undertakings, des commitments, des engagements, okay, avec ces entreprises-là, qui se disent, OK, on se dit, bon voilà, nous, on a des issues, on a des concerns par rapport à un certain nombre de choses que nous, on a évaluées. Et il faut trouver des mesures correctives par rapport à ça, préalablement au clearance, si vous voulez, des mergers. Okay? Ça se passe, c'est plus facile. Il y a une discussion et ils nous font des propositions, on évalue, on va voir le marché, on va voir les compétiteurs, on me dit est-ce que ça vous convient, est-ce qu'on donne notre avis, etc. Donc finalement, on arrive à trouver une formule qui soit acceptable et pour les parties prenantes qui vont merge, qui vont fusionner, et aussi les concerns qui ont été soulevés par le marché. Okay? Et finalement, ça remonte au niveau des commissaires et la décision est prise. Donc ça, évidemment... Donc dans la majorité des cas, la confrontation ne va pas jusqu'à la Cour suprême ou c'est... Dans le cas des mergers, non. Oui. Okay? Souvent parce que alors les mergers, s'il y a des engagements, s'il y a des undertakings, okay? Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est les parties prenantes qui décident de faire une proposition, c'est un engagement. Donc, ils ne vont pas aller en cours parce qu'ils peuvent agree to it. Comme récemment dans le cas d'une assurance médicale. Voilà. Oui. OK. Donc, il y a une discussion. Donc, finalement, le résultat final, c'est qu'il y a un accord. OK. Maintenant, il y a des situations où il y a des mergers, où il y a des fusions, où on ne voit pas nécessairement un concern. OK. Il peut y avoir des fusions sans que ce soit néfaste pour le marché. Bon, là... c'est clear, okay, sans condition. Si par contre il n'y a pas de undertaking, dans ce cas-là, nous on peut mettre des directions. D'accord? Donc c'est l'autre, c'est le contraire si vous voulez. Okay? Donc à ce moment-là, ils n'ont pas voulu venir avec un undertaking. La commission est habilitée à le pouvoir de mettre des directions, dire moi tu ne peux pas faire ça, ou tu dois vendre cette partie de l'entreprise, ou ne pas faire cette activité-là, ou prendre mais sans prendre ça, etc. Ou vendre une partie, etc. Il y a toutes sortes de combinaisons. Donc là, ils peuvent évidemment contester la décision. Okay? S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent le faire. Okay? À ma connaissance, ce n'est pas arrivé encore. Donc, on a toujours cleared des mergers. Vous savez, les mergers sont pro-business, on est conscient de ça. Donc, il en faut des mergers parce que ça dépend de la situation économique, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas en soi une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ça peut être une bonne chose quand il y a des mergers. D'accord? Donc, dans le cas des mergers, ça se passe assez bien. Okay? Dans le cas des abus de monopole, par exemple, là, c'est plus des directives qu'on donne. D'accord? Donc, les directives sont faites pour être suivies, okay, par les parties concernées. Et c'est dans le cas des cartels, souvent, où là, il y a des amendes. Nous, notre loi nous permet de mettre des amendes uniquement dans le cas des cartels. Okay? Donc, quand on voit qu'il y a un cartel et qu'il y a eu une infraction, etc., donc là, il y a des amendes qui sont plutôt élevées en général. Et la réaction aussi... Là, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis? Dans quel cas? Dans les cas d'amende? Il y a eu des amendes qui ont été... où il n'y a pas eu de contestation.
Il y a des amendes, il y a des cas où, par exemple, le cas de Panagora, qui est un cas justement de RPM, de prix imposé, ça a été contesté en cours, d'accord? Donc, dans le cas des cartes de crédit aussi, donc nous, on avait estimé que le taux que les banques merchant fees. Les merchant, pas les merchant fees, les interbank fees, si vous voulez, d'accord? Il y a deux, hein, donc c'est-à-dire que les banques se facturent des taux entre eux, et puis il y a celui que le marchand... ça. Donc ça, ils ne sont pas d'accord, avec la détermination des commissaires, basée sur le rapport de l'executive director, donc ils sont partis en cours. Vous savez, nous, on ne voit pas nécessairement une affaire qui va en cours comme une chose mauvaise. Et d'ailleurs, je crois que c'est plutôt bon. Je crois que c'est un signe de maturité d'une institution telle que la nôtre. Ça veut dire qu'on est arrivé à faire des enquêtes qui ont un certain poids, qui ont un certain impact dans l'économie. Et ce n'est pas des petits cas, mais c'est des cas importants. Dans ce cas, par exemple, on a les deux grosses compagnies de cartes de crédit, et ça peut avoir un impact au niveau international, même si Maurice reste un petit marché, donc l'influence peut être énorme. Donc, maintenant, ils vont dire que la commission n'a pas bien estimé tel aspect, etc., ou bien la loi n'a pas été appliquée correctement. Ils vont venir avec des arguments légaux, d'accord, avec les batteries, les panoplies d'avocats. Nous, on va défendre notre théorie, d'accord, et puis ça va être statué en cours, donc qui a raison, qui a tort, donc dans ce cas-là, si on gagne l'affaire, donc ça veut dire que notre approche, ça voudra dire que notre approche, notre théorie, les hypothèses sur lesquelles on fonde notre raisonnement, parce qu'il y a un raisonnement, il y a un assessment derrière, donc est la bonne. Si on perd, ça veut dire que quelque part, il y avait quelque chose qui n'était pas bien pris en considération et on va corriger. Quel a été le résultat des affaires on n'a qui ont été portées devant la justice? On n'a pas eu de cas qui a été encore où la justice a rendu son jugement. Donc ce sont des cas qui sont en cours. Il y a plusieurs cas qui sont en cours actuellement, mais il n'y a pas eu de jugement pour la justice. Et c'est un peu nouveau aussi pour la Cour suprême parce que c'est des choses c'est des cas qui sont nouveaux. Bien sûr. Et très techniques. C'est technique pour tout le monde. Hein. Donc on ne sait pas. On attend. Alors, analysons un peu les chiffres. En 10 ans d'opération, il y a eu 863 plaintes, oui, effectivement, qui ont débouché sur 255 enquêtes préliminaires, 53 enquêtes approfondies et 36 décisions. Déjà, pour commencer, 863 plaintes en 10 ans, c'est beaucoup ou peu? Je pense que c'est un bon chiffre, c'est un chiffre assez raisonnable, par rapport à ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu détecter ou ce qu'on a eu. Ça veut dire que les gens viennent vers, donc ça vous fait à peu près une 80 cas par an, en moyenne. C'est beaucoup, d'une certaine façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc, ça débouche sur des enquêtes, ça débouche après sur des investigations. Les investigations, c'est une procédure qui est assez lourde. Hein. Donc, je crois que globalement, quand on prend tous ces chiffres-là, on les met bout à bout, ça montre, je pense personnellement, que c'est une performance qui est tout à fait honorable. Et même quand on regarde au niveau des autres pays, même dans les grands pays, si vous allez voir les chiffres, par exemple, au niveau de l'autorité de la concurrence, les cas qui sont déterminés chaque année, ce n'est pas nécessairement beaucoup plus que ce que nous, on peut faire à Maurice. Donc, je dirais oui, c'est une bonne performance. Alors, c'est 80 à 90 cas rapportés plaintes par an. Je pense que vous ne direz pas le contraire. La Competition Commission n'est pas une institution très connue du grand public non plus. L'ICAC est plus connu, d'autres institutions sont beaucoup plus connues. Est-ce que cela débouche malheureusement sur des plaintes qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez à enquêter, sur lequel vous avez enquêté, ou alors des plaintes, pas frivoles nécessairement, mais qui proviennent du fait qu'on ne connaît pas nécessairement ce que fait l'institution, et donc on vient vous voir pour des problèmes sur lesquels vous n'avez aucun contrôle ou aucune supervision? Oui, écoutez, ça arrive. Hein. Je crois qu'effectivement, on en a parlé avant, donc c'est une loi qui est assez technique, c'est une loi qui est assez abstraite, pour le Mauricien moyen de venir comprendre ça, et ça demande des connaissances des fois un petit peu spécialisées.
c'est quoi un merger, c'est quoi un cartel, etc. Abus de monopole, que ça veut dire? Monopole, on comprend, mais abus de monopole, on ne comprend pas nécessairement. Ok, donc, beaucoup de personnes pensent qu'un monopole est illégal, alors que ce n'est pas du tout illégal. Ok, c'est l'abus qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc, ces choses-là ne sont pas toujours très évidentes de faire passer au niveau du public. Je crois que c'est un travail de long terme. D'ailleurs, nous, dans notre loi, advocacy fait partie de notre mandat. We have to advocate our mandate. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on le fait. Et est-ce que nous, comme autorité de la concurrence, est-ce qu'on peut avoir le même statut? Vous avez parlé de l'ICA, que je ne crois pas, parce que ça, we don't hit the news the same way. Donc, les gens ne se lèvent pas, ne parlent pas de competition commission tous les jours. Mais par contre, je dirais qu'au niveau des entreprises, on a un footprint qui est assez conséquent. Okay? Donc, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises d'une certaine taille, d'une certaine dimension, qui ont un poids sur le marché mauricien, dans leur secteur, je pense qu'ils savent le travail qu'on fait et ils font attention à ne pas enfreindre la loi, ou s'ils le font, ils le font à leur risque et péril en connaissance de cause. Un deuxième constat, c'est que souvent les gens font la confusion entre consumer protection and competition et abus de concurrence. Donc là aussi, ce n'est pas toujours très facile de venir expliquer la différence. Donc si quelqu'un, par exemple, il a acheté une bouteille d'eau minérale, et dans un supermarché, on l'a overcharge. Peut-être qu'il pense que la Competition Commission est l'instance nécessaire pour venir régler son problème. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans pas mal de pays, les Consumer Protection Unit et les Competition Departments sont within one institution. Okay? C'est le cas, par exemple, dans pas mal de pays d'Afrique. Je ne vais pas citer les noms. Aux Seychelles, près de nous, c'est comme ça. Au Botswana, c'est comme ça. Dans beaucoup de pays. En Angleterre, il me semble aussi que c'est comme ça. Donc, il y en a qui ont un modèle séparé. Donc, quand c'est intégré, c'est beaucoup plus facile. Peut-être que dans ce cas-là, on aurait pu prendre un plus grand nombre de cas parce que ça tombe sur notre loi, mais ça ne tombe pas sur notre loi. Okay? Donc, il y a ces confusions entre mandats, d'accord, de protection des consommateurs ou de la concurrence. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher que de temps en temps, vous avez des choses qui sont vraiment en dehors de gens, mais les gens ne connaissent pas la loi, donc vous ne pouvez pas non plus. Donc, on préfère avoir une complainte qui n'est pas dans notre sac plutôt que de ne pas avoir de complainte du tout. Vous voyez, donc on fait le tri après. Alors justement, nous parlions du premier chiffre, 863 plaintes. Parlons du dernier chiffre qui ont mené à 36 décisions. Qu'est-ce que ce chiffre veut dire? Que les cas de restrictive business practices ne sont finalement pas si communs à Maurice, ou que peut-être vous n'avez pas les moyens, le staff, les ressources nécessaires pour faire plus d'enquêtes aboutir? Je crois ni l'un ni l'autre. Je pense que ça montre qu'il y a une moyenne de à peu près 4 décisions par an. Donc, encore une fois, si vous regardez, si vous allez sur le site web de la Competition Commission, vous allez voir le genre de rapport qu'on fait. Donc, ce sont des rapports très approfondis qui prennent en moyenne 2 ans, 3 ans, des fois plus, à faire. Ce n'est pas des enquêtes qu'on fait en 2-3 semaines. Donc, ce sont des choses assez approfondies. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, il y a beaucoup d'interactions aussi avec les parties. Un rapport final, par exemple, est précédé par exemple au moins 2 rapports. Avant, on a un modèle qui fait que c'est un modèle l'investigation est longue, de par la procédure qu'on utilise, mais une fois qu'on arrive au bout, ça veut dire qu'on a fait le travail de manière approfondie. Dans certains pays, ils ont un modèle plus de prosécution, où le rapport est plutôt léger au début, et après, ils vont aller défendre ça au tribunal. Nous, ce n'est pas comme ça. Donc, nous, le travail est bouclé, c'est terminé. D'accord? Donc, alors, par rapport à ça, je crois que c'est tout à fait honorable, par rapport à notre approche là-dessus. Maintenant, vous savez, quand vous avez fait, disons, 36 décisions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 36 infractions. Il y en aura peut-être pour une infraction, il y en aura 50 qui font la même chose, d'ailleurs, qui vont arrêter. Il y aura un deterrent factor. Quand on sait que quelqu'un se fait attraper avec X millions d'amendes ou des directives ou des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça a un impact sur le marché. Donc, l'effet, c'est de protéger la compétition, la concurrence. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le nombre est un indicateur, mais ce n'est pas l'indicateur absolu. C'est comment le marché évolue, comment les marchés réagissent, comment les opérateurs réagissent par rapport au travail qu'on fait.
Y a-t-il des secteurs où les principes de la concurrence doivent malheureusement céder face aux réalités du territoire et du pays? Par principe, non. Les lois et les principes qu'il y a derrière la loi de la concurrence sont les mêmes, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille du marché, quelle que soit la population, etc. OK? Mais peut-être que vous faites allusion plus à des secteurs où il y a des concentrations et où il y a des monopoles et où il y a des abus de monopoles. OK? Donc, on ne peut pas, pour des raisons économiques, des fois dans un secteur, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs et pas plus. OK? Ou bien vous allez avoir des acteurs qui sont très très importants et d'autres qui jouent un rôle marginal. Mais justement, c'est là où nous, on a un rôle à jouer, justement pour que ces monopoles-là, quand il y a ce qu'on appelle le market power, OK? Donc il y a un pouvoir, une puissance sur le marché, donc un pouvoir économique, et que ça ne se transforme pas en abus. Et s'il y a abus, là on intervient. Mais la question là, c'est quelque part, au moment où il y avait la crise financière internationale, on parlait des too big to fail. Est-ce qu'à Maurice, il y a les too big to prosecute, too big to tamper with dans le secteur économique? Ben, je pense que vous devez regarder contre qui on a eu affaire, et je crois que ça prouve plutôt le contraire. Okay? Nous, on ne regarde pas. Vous savez, by default, si on fait une investigation contre une entreprise, c'est probablement une grosse entreprise, c'est probablement pas une petite entreprise, parce que l'entreprise n'a pas les moyens vraiment, n'a pas la capacité d'influencer le marché d'une façon quelconque. Okay? Donc, ce sont des grosses entreprises. Donc, comme je vous ai dit d'ailleurs, là, il y a beaucoup qui sont listed, etc. Donc, ça, c'est un fact. Okay? Et puis, vous allez avoir les entreprises contre qui on a fait des investigations. C'est divers et varié. Donc, il n'y a pas de... Pour nous, ce n'est pas une condition de on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça. Et même, je vous dirais même plus, quand c'est le gouvernement, par exemple, qui a des regulations qui ne sont pas nécessairement pro-concurrence, on émet des opinions. Parce qu'on ne peut pas faire des investigations contre le gouvernement. Okay? La loi prévoit que le mécanisme, dans ce cas-là, c'est advice. Okay? We give advice to government. Mais ce n'est pas fait en public dans ce cas-là. Bien sûr que c'est fait en public. Vous publiez ces advices sur votre site? Mais oui, on avait émis un avis contre l'interdiction d'exportation du scrap metal. Ah oui, effectivement. D'accord? Oui. Donc, on avait dit qu'il fallait lever cette mesure-là. Okay? Aujourd'hui, je crois que c'est levé. On avait fait, je parle de ce qu'on a fait ces 2-3 dernières années. Il y avait un qu'on avait mis sur le quota pour l'importation du bœuf à Maurice. Okay? Donc, le ministère avait mis 500. D'ailleurs, si vous regardez les journaux, il y a 2 jours, il y a un deuxième opérateur qui a importé une cargaison de 300. Okay? Donc, pour nous, on avait vu que 500, il y avait peut-être d'autres considérations sanitaires, etc. Mais nous, on a dit, OK, s'il y a ces considérations-là, vous les réglez par d'autres moyens, mais pas de quota. Okay? Donc, aujourd'hui, c'est un fait. Donc, hier, je crois que c'était dans les journaux, hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui a fait venir 300 têtes de bétail. Donc, c'est un avis, une opinion contre une régulation du gouvernement. On a eu un peu dans le même type de contexte. C'était l'utilisation. Le gouvernement avait imposé aux pork processors d'utiliser 50% de local production, okay, et 50% importé. Mais les meat processors, les pork processors ne se retrouvaient pas dedans en termes de qualité, en termes de produits, etc. Ce n'est pas nécessairement les mêmes produits qu'ils importaient. Alors qu'on leur a imposé ça n'allait pas. Certains ont fermé boutique. Donc, ça portait préjudice au secteur. Okay? Donc, oui, on a émis une opinion. Okay? Donc, voilà. Alors, la Competition Act date de 2007. En 12 ans, il y a quand même énormément de choses qui ont changé dans le monde. La technologie a notamment bousculé complètement la donne. Comment assure-t-on les principes de la concurrence dans un monde où Google, Facebook dictent leurs propres lois, même à Maurice, sans qu'on ait un vrai contrôle sur eux? Vous savez, la technologie, effectivement, a changé beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs, okay? Donc, mais ça n'a pas changé les principes de la concurrence. Donc, la loi de la concurrence s'applique de la même manière aux entreprises de technologie comme aux entreprises traditionnelles, d'accord? La difficulté aujourd'hui, c'est que peut-être que les outils qui avaient été développés à l'époque, okay, pour justement
pour analyser ces pratiques-là ont trouvé un petit peu leurs limites. Okay, et qu'il faut maintenant développer de nouveaux outils. Donc, c'est un challenge intéressant. Donc, dans le monde, en Europe surtout, il y a beaucoup d'investigations qui se font justement sur ces grosses entreprises, okay, pour voir est-ce qu'il y a abus et comment faire, et est-ce que notre façon de voir les choses est toujours, doit changer, etc. Mais le principe reste le même. C'est le principe de la libre concurrence, c'est le principe où les marchés doivent opérer de manière dynamique, etc., etc. Technologie ou pas, ça ne change pas. Vous voyez, des fois, il faut adapter un peu les outils. Je crois qu'il y a de très grosses réflexions actuellement. Et puis, je crois que tout le monde apprend parce que, vous savez, ce n'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui se passe dans un algorithme, par exemple, qui favorise une plateforme qui favorise ses propres produits au détriment d'un compétiteur. Donc, c'est ça que je dis, les outils sont arrivés peut-être à une certaine limite, mais pas nécessairement le principe et les lois de manière fondamentale. Quelle est, par exemple, votre opinion sur... Il y a eu un débat, il y a eu un gros débat à Maurice l'année dernière. Toute cette question, la technologie a permis le peer-to-peer, a permis la désintermédiation, a permis à des personnes de faire des transactions entre elles-mêmes plus directement. Est arrivée la question Uber à Maurice, par exemple, qui allait créer un nouveau type de concurrence sur le marché des taxis, du transport. Gros débat, wiped out. On était en face de la possibilité d'avoir une compétition, d'avoir des prix pour le consommateur qui allaient baisser, mais ça ne s'est pas fait. Écoutez, nous, on va le revoir de manière, encore une fois, selon les principes. Donc, quel est le principe de la concurrence? Ça veut dire que plus il y a je ne parle pas de Uber en particulier, de n'importe quel secteur d'activité. Je pense que, par définition, plus le marché est dynamique, moins il y a de barrières to entry, plus il y a des opérateurs, donc mieux ça va être finalement pour le bien-être du consommateur, qui est notre ultimate goal, si vous voulez. D'accord? Quand il y a un opérateur qui rentre, donc nous, ça va plutôt dans notre sens, et quand il y a un qui sort, donc c'est une diminution de la concurrence. Nous, on opère dans ce cadre-là. Maintenant, vous avez government policy, qui est un cadre plus large que ce que nous, on regarde. Donc, c'est un niveau qui est ça. Donc, ils ont une perspective qui est différente. La concurrence peut être un élément important pour eux, mais il peut y avoir d'autres éléments qui sont différents, sociaux, public interest, un certain nombre de choses que nous, on ne regarde pas. Par exemple, nous, on peut regarder public interest, mais on ne regarde pas nécessairement le côté social. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Disons, là, c'est une confusion que souvent on fait aussi au niveau de l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence n'est pas là pour protéger le compétiteur, mais pour protéger la concurrence. Donc, s'il y a un qui disparaît et qu'il y a deux qui apparaissent, pour nous, on est en positif, vous voyez. Donc, les gens viennent nous voir et qui disent, mais lui, il est en train de m'empêcher de travailler et que voilà, it's unfair, etc. Donc, donc on regarde s'il y a quelque chose qui est justifié par rapport à notre législation. Donc, nous, on a un regard, c'est ça que je veux dire, on a un regard qui est spécifique. Donc, ce regard-là n'est pas nécessairement le même que le gouvernement. On ne va pas, si on voit, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'il y a certaines pratiques qui sont anticoncurrentielles, on va les faire savoir, on va analyser, on va évaluer, on va faire une détermination, et on va dire, on va partager notre avis. Le gouvernement, government is government, donc ils choisissent ce qu'ils vont faire, ou de prendre en considération notre avis. Comme vous avez vu dans certains cas, ils ont pris en considération notre avis et ils ont changé. Donc, dans ce cas précis-là, oui, moi je dis que s'il y a un opérateur additionnel avec des technologies, etc., je pense que c'est bon pour le marché par définition. Maintenant, est-ce que la lecture du gouvernement, est-ce que the policy of the government is over and above ce que nous on regarde est différent, donc ça, on ne va pas pouvoir commenter là-dessus. Mais si le cas vient devant nous, on va faire nos commentaires. Alors justement, tenant compte de ces changements, notamment technologiques, le peer-to-peer, la désintermédiation, les réseaux sociaux, etc., la loi Competition Act datant de 2007, 12 ans de cela, tellement de choses sont passées entre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des aménagements, qu'il y a un toilettage, qu'il y a des changements, on va dire, assez urgents à apporter à cette loi-là? Oui, mais ce n'est pas nécessairement par rapport à l'évolution des technologies ou bien que la façon que les gens consomment nécessairement. Je crois qu'encore une fois, la loi, dans ses fondements, elle est bonne. Mais en disant, par contre,
ça nous a permis, on a pu tester la loi. OK? Donc, il y a des choses, par exemple, qu'on voit que ça aurait pu être différent s'il y avait une provision dans la loi qui nous permettait de faire ceci ou de faire cela. Alors, c'est ça. Alors, nous, on a regardé à cet aspect-là, il y a environ une année ou deux, on a commencé à travailler sur un law review. OK? Et on s'est dit, quelles sont les priorités par cette loi-là? Quelles sont les choses qu'il faudrait qu'on améliore pour être plus efficace sur le marché? Parce que des fois, on voit des cas qui sont peut-être dans ces 863-là, mais on peut aller de l'avant parce que la loi ne nous permet pas. OK? Alors, je vais vous citer trois principales que nous sommes en train de revoir. Un, sur les mergers, les fusions-acquisitions. Aujourd'hui, les entreprises qui fusionnent n'ont pas obligation de nous notifier. D'accord? Ça veut dire que dans d'autres pays, vous avez une obligation, si vous pensez que vous êtes dans une situation de merger, c'est une définition technique, donc ça veut dire que vous avez un certain poids sur le marché, etc., que vous avez plus de temps de... Si elles sont cotées en bourse, elles sont censées notifier la Stock Exchange. La Stock Exchange, c'est différent. Oui, okay. Mais nous, pour nous informer que... non, mais des fois, ils ne sont pas cotés en bourse. Hein. Oui, pas tout le monde qui est coté en bourse. Okay? Donc, ça fait des entreprises privées. Donc, là, et puis la notification est différente. Okay? Donc, on vient nous voir pour chercher un clearance, en fait, ou pour avoir une autorisation. Alors, il a pu se passer des mergers où on n'a pas été notifié et où on n'est pas peut-être détecté aussi. Okay? Si un merger se passe au niveau de la bourse, on va le voir. Mais si deux grands, je ne sais pas, opérateurs fusionnent et qui ne sont pas en bourse et qui ne sont pas visibles nécessairement, ils sont dans des, je ne sais pas moi, dans certains types de services qui ne sont pas visibles, peut-être business, B2B, etc., ce n'est pas nécessairement visible, ok? Donc ce n'est pas répercuté dans les journaux, donc là on ne le voit pas et on a pu rater des choses comme ça, ok? Je ne pense pas beaucoup si jamais ça a été le cas. Donc là, nous sommes en train d'amender la loi pour apporter les notifications mandatory, ok? Donc les fusions, les mergers importantes auront à venir ici, faire une notification et on va assesser et avant de pouvoir faire. Je crois que ça c'est important parce que une fois que c'est fait, c'est trop tard, vous voyez. Donc, et puis, il y a le travail des gens, etc. Donc, c'est toujours difficile d'intervenir a posteriori, même si on a le pouvoir de le faire. La deuxième chose qui est importante, c'est sur les monopoles, justement, les abus de monopole. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut me donner des directives, mais on ne peut pas mettre des amendes. Okay? Donc, vous savez, la loi a été faite dans un contexte, je pense, il y a une discussion, un bargaining, etc., probablement avec le secteur privé. Donc, ils ont accepté certaines choses, ils ont peut-être mis d'autres de côté. Donc, on a vu que l'efficacité de notre loi, okay, dans le cas de monopole, quand il n'y a pas cette possibilité de mettre des sanctions financières, elle limite notre marge de manœuvre, notre capacité d'action. Vous voyez, donc, parce que le deterrence factor est beaucoup plus fort. Okay? Donc, ça, on va introduire les fines au niveau des abuse of monopoly. Et le troisième élément important que je pense qu'on va introduire, c'est la possibilité de settlement. Okay? Ça veut dire qu'on a une entreprise qui se trouvait en breach, okay? Au lieu de faire une enquête qui va durer pendant des années, etc., et qui va peut-être éventuellement finir en cours, peut-être que tout le monde a envie de passer à autre chose. Et s'il est d'accord et que we can settle, et que c'est une façon assez rapide, okay, de régler, on a réglé le problème de concurrence. Et nous, nos ressources ont été utilisées peut-être de façon plus optimale, plus optimisée. D'accord? Donc voilà 3 exemples, si vous voulez, où on peut améliorer la loi. Okay. Terminons par une partie personnelle. Donc vous êtes à la tête de la Competition Commission depuis début 2015, février. Quel est votre bilan personnel? Mon bilan personnel, c'est... Je n'ai pas les chiffres en tête parce que les chiffres sont mélangés dedans. Okay? Donc le bilan, je pense que on a apporté, quand je suis venu, j'ai apporté une restructuration de notre investigative staff, parce qu'il faut savoir que moi, je travaille pour la partie investigation et les commissaires qui sont indépendants de mon bureau, eux, ils font la décision. Donc, on a focus plus sur, justement, ces 3 domaines que je vous ai dit. On a créé 3 groupes de spécialistes avec chacun des mandats spécifiques pour pouvoir aller focus. Avant, on avait une équipe, un pool, on travaillait en pool, okay? Et ça a changé beaucoup de choses dans la façon que les gens sont formés, dans la façon que les gens vont chercher, vont investiguer, etc. Donc, aujourd'hui, on a des experts qui sont vraiment très pointus. Donc, en termes de nombre d'enquêtes et d'investigations, on a eu un certain nombre je n'ai pas le chiffre exact en tête, okay? Donc, on a sustain
le nombre et on a amélioré aussi en termes de performance, en termes de metrics, si vous voulez. The low review is something else, OK? Et donc, on s'est déjà engagé dedans. Et puis, peut-être qu'un domaine particulier qui a connu un développement assez considérable, c'est la détection des cartels. Okay? Donc, je pense que c'est là aussi il faut faire un vrai quantum leap, où il y a eu un quantum leap, c'est dans le domaine de détection des cartels, avec des amendes, avec plus de détection, en travaillant avec la collaboration d'autres institutions publiques, OK, pour pouvoir amener à bon port ces enquêtes-là. Donc, je dirais que ça. Et ensuite, le genre de programme, je pense que c'est plutôt innovateur, d'amnistie, où on a pu travailler, par exemple, dans ce cas-là, avec la Chambre de commerce, pour vulgariser ce programme-là. Et on a pu avoir en retour 103 applications. Je pense que c'est un record. Je ne sais pas à quel niveau, mais c'est un chiffre qui est assez important. Et peut-être, last but not least, c'est justement à travers tous ces programmes-là, à travers ce focus-là, okay, dans notre travail de deterrence, dans notre travail de enforcement, je crois que le footprint de la Competition Commission, de notre enforcement, a considérablement augmenté, d'après moi. Okay? Je pense que les entreprises, je suis d'accord que le public, il y a encore un travail à faire pour que ce soit une institution connue du grand public, mais au niveau des entreprises, qui est notre prime quand même audience, d'accord? Donc, je pense qu'au niveau des entreprises, on est suffisamment connu et on continue ce travail-là, par exemple, avec le programme qu'on a pour les 10 ans. Voilà. Dernière question personnelle toujours. Que dites-vous à ceux qui ont évoqué le fait que vous êtes parenté par alliance avec le Premier ministre pour questionner votre impartialité ou la direction dans laquelle les enquêtes vont ou ne vont pas? Ben, vous savez, moi, je n'ai pas entendu ça, personnellement. Peut-être que ça se dit, mais je n'ai pas entendu ça. Mais je demande à ces gens-là de venir avec des exemples. Pas des preuves, mais avec des exemples. Okay? Moi, je dis qu'on me cite un seul exemple. Okay? Je viens de vous donner l'exemple on a eu, sous mon mandat, on a fait 3 avis, 3 advice contre le gouvernement. Si c'était le cas, on aurait mis ça dans un tiroir et on aurait laissé les choses dormir. Okay? Donc, maintenant, en ce qui s'agit des pratiques anticoncurrentielles, ça concerne le secteur du business. Je crois que ça n'a rien à voir avec les liens de parenté ou les relations personnelles ou je ne sais quoi. Donc, ce sont des choses qui sont complètement en dehors. Vous savez, on fait des investigations vis-à-vis n'importe qui et il n'y a pas une seule investigation à Maurice ou une seule enquête qui n'a pas été menée, qu'on a mis dans un tiroir. Donc, je ne sais pas à quoi, honnêtement, je ne sais pas à quoi on fait référence. Okay? Je crois que c'est une critique facile, je veux dire. Mais bon, il faut s'attendre aussi à ce genre de critique. Je vous remercie. Je vous remercie.